Un nouveau partenariat stratégique entre le Maroc et les États-Unis en discussion. La sous-secrétaire d'État américaine Wendy Sherman était au Royaume le 8 mars 2022. Place à l'Afrique et à davantage de partenariats maroco-américains. Et dans ce contexte de guerre en Ukraine, où la résurgence de deux blocs, d'un côté États-Unis et Union européenne et de l'autre Chine-Russie inquiète, la place de l'Afrique sera centrale. Alors quels enjeux et quelle position pour le Maroc ? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez le Scan, le podcast d'actualité de Tel Quel, et ce vendredi 11 mars 2022, je vous propose une interview avec Calvin Dark, il est analyste américain. Bonjour Calvin Dark. Bonjour. On va parler avec vous de la guerre en Russie. Oui. C'est un sujet d'actualité brûlante. Mais d'abord, je voudrais parler avec vous de cette visite au Maroc de Wendy Sherman, la sous-secrétaire d'État américaine au commerce. On parle beaucoup en ce moment d'un nouveau partenariat stratégique entre le Maroc et les États-Unis. Oui. C'est vrai que depuis cette reconnaissance américaine du Sahara, il y a eu de nouvelles installations stratégiques en matière d'économie. Notamment, il y a une priorité à l'Afrique du côté des États-Unis. À quoi s'attendre, selon vous, entre le Maroc et les États-Unis dans les 2-3 prochaines années ? Moi, je crois que la première chose, c'est que aux États-Unis, et je suis sûr au Maroc, les gens pensent à qu'est-ce que c'est un dialogue stratégique. Les deux pays de plus de 2 siècles de relations bilatérales ont déjà un dialogue. Et dialogue, c'est stratégique, non? Mais je dis que surtout aux États-Unis, le dialogue stratégique, c'est les relations bilatérales avec un plan. C'est-à-dire qu'on va parler pas de tout, mais on va choisir des bouts, des initiatives, des efforts, des programmes, et on va avoir des buts en commun. Pas juste pour les États-Unis ou juste pour le Maroc. Et on va travailler là-dessus pendant 2-3 ans. Et ça, c'est bon parce que il faut se concentrer sur les efforts qui vont aboutir en quelque chose des bénéfices pour tous les pays. Et je crois que c'est nécessaire parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au monde. Bien sûr. Et tout à l'heure, je parlais de l'Afrique. Oui. On rappelle cette initiative Prosper Africa. Oui. Qui est la nouvelle initiative d'investissement des États-Unis en Afrique. Oui. Antenne ici au Maroc. Ça veut dire que là, l'idée, c'est de créer des joint ventures entre Marocains et Américains? Oui. Et moi, comme Afro-Américain, c'est une très bonne nouvelle. Parce que depuis un siècle, quand on pense de l'Afrique, on pense de l'aide, des crises, des problèmes, comment est-ce qu'on peut aider les gens en Afrique. Pas où il y a des investissements, où il y a des partenariats économiques, sécuritaires. Et le dialogue stratégique avec le Maroc, c'est un exemple où les Américains, ils vont penser plus au Maroc et en Afrique comme des opportunités économiques, pas juste des dettes. C'est la mentalité vieille. Et ça c'est pour moi, surtout parce qu'on a des investissements en Europe, par exemple. Mais moi, comme Afro-Américain, j'aime bien qu'il y a plus d'investissements, plus de dialogue stratégique en Afrique et avec le Maroc. Quel secteur prioritaire, selon vous, pourrait être développé entre le Maroc et les États-Unis ? Je crois que au niveau informatique, il y a beaucoup énergie un peu, l'agriculture. Il y a beaucoup d'espace pour les produits alimentaires, beaucoup. Moi, je parle avec des entreprises américaines et marocaines. Parfois, le problème c'est la langue. Parce que, comme tu sais, les businessmen aux États-Unis, le moment que tu dis il faut faire cette affaire, ce deal en français, c'est un peu effrayant. Les Marocains sont un peu mieux, mais c'est compliqué le système américain. Mais je crois qu'il y a beaucoup d'opportunités de produits alimentaires et de tourisme et de l'informatique. Jamais on n'a autant parlé d'intégrité territoriale que ces 3-4 dernières années. Il y a eu cette crise en Espagne, autour de la Catalogne. Oui. Il y a maintenant cette crise en Ukraine. Alors c'est vrai que la Russie s'est appropriée la Crimée. Il y a ces régions de l'Est de l'Ukraine qui sont à l'origine de cette guerre. Oui. L'intégrité territoriale, c'est aussi un dossier marocain. Je voudrais d'abord, avant de parler de la guerre en Ukraine, avoir votre lecture de comment, aux États-Unis, on a réagi à cette absence du Maroc au vote de l'Assemblée générale condamnant la guerre initiée par la Russie en Ukraine.
Malheureusement, il n'y avait pas beaucoup d'explications chez nous pour les médias. Et c'est pas tout à fait la faute du Maroc, parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas beaucoup de couverture approfondie sur ces questions. Alors, j'ai lu des articles avec une liste des pays, comme George W. Bush toujours disait, on est pour les États-Unis, on est contre les États-Unis. C'est noir et blanc. Alors, j'ai vu les listes des pays et le Maroc figure dans cette liste. Mais pas une explication pourquoi, pas un contexte, pas rien sur l'histoire et pourquoi, ou rien sur le fait que le Maroc a essayé d'aider non seulement les alliés des pays des États-Unis, mais aussi leurs citoyens qui sont là-bas. Alors, je crois que c'est très mal entendu et j'espère que dans les semaines qui viennent, que le Maroc peut bien communiquer leur position et leur position géostratégique pour être alliés au Maroc, pour les États-Unis, pour les autres pays en Europe. Mais je comprends comme Américain que c'est pour le Maroc, le message c'est compliqué aussi. Surtout avec une administration démocrate. Oui. Là, on imagine peut-être mal les démocrates soutenir davantage le Maroc sur cette question du Sahara. Oui, et moi, je suis démocrate et pendant 20 ans à Washington, je ne comprends pas je comprends les origines de la position, mais je comprends pas la position actuelle des démocrates sur le Sahara. Et ça, c'était, il n'avait pas beaucoup de choses pour l'administration de Trump que jamais, mais c'était une politique, un bénéfice pour le Maroc et pour les gens qui habitent dans les provinces du Sud, parce que le conflit c'est plus âgé que moi. Alors, ça n'a aucun sens. Et comme moi aussi. Oui, exactement. Et je crois que même avant la situation en Ukraine, il y avait cette tendance de ne rien faire pour les États-Unis. Maintenant, ça va être très difficile. Il faut que le Maroc montre aux démocrates, surtout, que c'est un allié. Et le vote à l'ONU, ça n'a rien à voir avec les relations avec les États-Unis ou l'engagement du Maroc pour être leader en Afrique pour l'Europe et les États-Unis. Est-ce qu'on se dirige, Calvin Dark, selon vous, avec ce conflit en Ukraine, vers un nouveau monde, une nouvelle époque, et finalement une résurgence de la guerre froide dans une nouvelle dimension? Autrement dit, un bloc Russie, Chine, Inde et un bloc États-Unis, Union européenne. Je crois que ça, déjà, c'est en marche, je crois. Je sais pas si ça va continuer, mais je sais que après COVID, il y a beaucoup d'animosité un peu contre la Chine. Il y a des raisons fondées ici et non fondées. Mais on est conscient du rôle de la Chine. Et maintenant, un peu plus de la Russie. Et je crois que maintenant, la politique américaine étrangère, pour les démocrates et les républicains, c'est orienté vers le China strategy, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va être stable et économiquement, politiquement, sans la coopération de la Chine. Et je crois que ça, c'est très important pour l'Afrique. Un ami à moi, à Togo, il fait des affaires là-bas. Et j'ai posé la question, pourquoi il n'y a pas beaucoup d'investissements américains? C'est toujours chinois. Et il m'a dit, si je veux construire un hôpital au centre d'aide ou quelque chose, les Américains, ils vont me donner de l'argent. Mais si je veux un hôtel, quelque chose de luxe, ils vont penser, non, tu es en Afrique, il faut pas avoir tout ça, on est pauvre là-bas, parce que c'est la vieille mentalité. Mais il a dit avec les Chinois, juste le chèque, juste l'argent pour faire l'investissement. Et j'espère que maintenant, ça va changer. Que les Américains vont faire des investissements en Afrique, parce que, ça va aider les Africains, ça va aider les Américains, et ça va être un stratégique envers les Chinois qui sont déjà ici en Afrique. Et c'est l'objectif de Prosper Africa.
Oui. C'est aller batailler, investir davantage en Afrique Oui. et récupérer une position. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que la Chine est l'investisseur numéro 1 en Afrique, Oui. dans pratiquement les 3/4, voire plus des 3/4 des pays africains. Oui. Vous pensez que la bataille, justement, peut-être d'un monde divisé en deux, elle pourrait jouer ici plus que jamais sur le continent africain? Oui. Et je crois que tous les pays africains, ils doivent prendre une décision de quel côté. Et je sais que ça, c'est très difficile parce que on sait que les Américains, nous avons beaucoup sur l'assiette. OK? Et, j'ai des amis américains qui posent la question pourquoi ce pays en Afrique ne fait pas exactement ce que les États-Unis veulent qu'il fasse. Je dis, OK, aujourd'hui, on est partenaires, on travaille ensemble, mais ils doivent penser en 10 ans leur avenir, qui va être le pays qui va soutenir leurs efforts quand il n'y a pas une crise, OK? Et je crois que ça, c'est la décision et aussi c'est l'obligation des États-Unis de soutenir ce pays après les crises, après les partenariats internationaux, après tout ça, pas juste un ami quand il y a une urgence. Et les États-Unis n'ont pas un bon bilan pour faire ça pour les pays africains. Et j'espère que comme Prosper Africa, ça va changer un peu, que ces pays n'ont pas peur d'allier avec les États-Unis parce que les États-Unis vont être là pour soutenir leurs efforts dans le futur. Merci Calvin Dark, je rappelle que vous êtes analyste américain. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. Et n'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.